4e épisode de classement des meilleurs jeux de société de 2025, avec ici les jeux initiés, donc de difficulté intermédiaire, qui sont sortis uniquement à l'étranger, donc ils n'ont pas encore d'édition française. Là encore, je vais vous parler de 15 jeux, les 15 que j'ai trouvé intéressants. Là encore, je vais passer très vite dessus, et pour la plupart, normalement, vous avez aussi les règles expliquées en détail sur la chaîne. Si c'est pas le cas, ça arrivera certainement prochainement, puisque ce sont des jeux que j'ai bien appréciés. L'idée ici, c'est de vous montrer un petit peu des jeux que vous connaissez sans doute un peu moins. Certains seront difficiles à trouver parce qu'ils sont passés uniquement par du financement participatif, mais certains autres arriveront plus tard en boutique, de ce que j'ai pu lire. Dans tous les cas, voilà, ça permet d'avoir un panorama un peu plus large de ce qui se fait en jeu de société, et des jeux toujours assez intéressants. Donc on va rentrer directement dans le top, avec en 15e place, le jeu Trollempix. Alors celui-là, j'ai l'impression que la diffusion, elle est assez limitée, puisque il est quasiment introuvable aujourd'hui, et moi-même j'ai eu du mal à le trouver. Il n'y a pas trop d'avis sur internet non plus, donc bon voilà, je sais pas trop ce qui s'est passé sur celui-là, mais c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt intéressant. Un jeu assez chaotique, il faut le savoir, où on maîtrise pas tout ce qui se passe. Plutôt dans le genre jeu d'ambiance, party game un peu fun, dans lequel on va essayer de constituer les meilleures équipes pour participer aux Jeux Olympiques, donc les Jeux Olympiques d'été et d'hiver. Ça va se jouer en plusieurs manches, et tout ça avec des créatures un peu fantastiques, donc des trolls notamment, mais tout un tas d'autres personnages un peu loufoques. On va avoir des objets qu'on va pouvoir utiliser, on va pouvoir tricher, ça va être une mécanique de draft. Et moi j'ai trouvé ça plutôt sympa, j'ai bien rigolé, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu, les illustrations sont rigolotes. Donc voilà, je l'ai mis en 15e position, mais il n'a pas une grosse diffusion, donc je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui puisse le tester. En 14e place, j'ai mis Shallow Sea. Alors Shallow Sea, c'est de l'éditeur qui a fait Wondrous Creatures notamment, et Life of the Amazonia, qui sont deux jeux plutôt experts que j'avais beaucoup appréciés, notamment par la qualité de leur matériel et de leurs illustrations. Là, en termes d'édition et de qualité, on est sur la même gamme, sauf qu'on est dans un jeu beaucoup plus léger. Donc je l'ai mis en initié, il est à la limite du familial. C'est un jeu qui va beaucoup faire penser à du Cascadia, par exemple. Au niveau des mécaniques, vous allez créer cette fois-ci un écosystème sous-marin, donc dans la grande barrière de corail, et vous allez drafter donc des tuiles qui vont correspondre soit à des objectifs, soit à des coraux de couleurs différentes, et à chaque fois ce sera associé à un poisson d'une couleur bien particulière, et en fonction de comment vous allez placer ça sur votre petit plateau personnel, vous allez marquer plus ou moins de points liés à des objectifs. Donc c'est mécaniquement assez simple à jouer, mais c'est quand même un assez gros casse-tête, si on veut vraiment optimiser. C'est un petit peu compliqué, donc le jeu est super joli, et si vous aimez ce genre de jeu à la Cascadia, ça peut tout à fait vous plaire. En 13e place, j'ai mis le jeu Citizen of the Sparks. Celui-là, c'est un jeu avec des illustrations assez sympathiques aussi, un jeu de cartes principalement, dans lequel on va avoir tout un tas de factions différentes, et à chaque partie, on va en utiliser qu'une dizaine, donc ça va créer une grosse rejouabilité, puisque chaque faction va avoir un pouvoir bien particulier, et va créer du coup des synergies avec les autres factions avec lesquelles on va les jouer. Au niveau de la mécanique de jeu, je vais pas rentrer dans les détails, j'expliquerai les règles prochainement, mais c'est assez original. Ça va être un jeu avec pas mal d'interactions entre les joueurs. Alors encore une fois, ça va dépendre des factions. Il y a des factions justement qui vont, si vous jouez avec, créer beaucoup d'interactions, d'autres qui vont faire en sorte que chacun joue un petit peu dans son coin, des factions qui vont être un peu agressives, d'autres qui vont être un peu plus dans la gestion. Donc en fait, ça va changer beaucoup le feeling de jeu en fonction des cartes que vous allez utiliser. Et rien que pour ça, c'est assez original. Les illustrations, je vous l'ai dit, sont plutôt sympathiques. Et mécaniquement, ça sort un petit peu des sentiers battus aussi. Donc voilà, c'est un jeu intéressant. Faudrait que je fasse un plus de parties. Ça se joue aussi en solo, et ça se joue pas trop mal en solo. Je l'ai testé. Donc voilà, un jeu à tester. Il arrivera certainement en français un jour. Timbertown ensuite, celui-là c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des petits castors architectes qui vont essayer de construire un petit village d'un côté de la rivière. Donc c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement. Vous allez avoir donc chacun un petit plateau personnel de 16 cases, et vous allez avoir au centre une rivière sur laquelle vos amis castors vont vous envoyer des bâtiments de différentes couleurs qui vont vous permettre de scorer différemment. L'idée, ça va être de récupérer ces bâtiments au bon moment pour pouvoir les placer sur votre plateau. Donc la mécanique de sélection de tuiles est assez originale, puisqu'il va falloir prendre les tuiles qui correspondent aux colonnes en face desquelles elles arrivent, pour pouvoir les placer donc dans votre village. Il faudra évidemment faire en sorte que les connexions entre les tuiles matchent bien.
Donc il y a quelques contraintes. Et à chaque partie, vous allez avoir un certain nombre d'objectifs différents pour chaque couleur de bâtiment. Des objectifs de scoring, hein, il faudra marquer un maximum de points, comme dans beaucoup de jeux. Donc voilà, un petit jeu qui n'a pas grand-chose d'original en termes de principe, des objectifs, des tuiles à agencer devant soi, mais sur la mécanique de sélection de tuiles, il y a un petit truc, et c'est un petit jeu qui se joue très bien, qui est plutôt intéressant et que j'ai beaucoup aimé. En 11e place, je choisis le jeu Awkward Guest de The Berwick Case. Celui-là, c'est un jeu de déduction exclusivement pour 2 joueurs. Donc Awkward Guest, à la base, c'est déjà un jeu qui est sorti il y a quelque temps, qui est aussi un jeu de déduction, une sorte de revisite du Cluedo modernisé à base de cartes compétitifs où chacun joue pour soi et doit résoudre du coup une enquête parmi tout un tas possible en fonction des cartes que vous allez utiliser. Le jeu d'origine, je l'ai trouvé assez excellent dans son genre. Bon là, ils en ont fait une version pour 2 joueurs exclusivement, asymétrique, où vous allez en parallèle essayer d'être le premier à résoudre une énigme. Et c'est un peu compliqué à expliquer et un petit peu compliqué à appréhender pour les premières parties, mais une fois qu'on a un petit peu compris le principe, c'est vraiment excellent dans son genre. Si vous aimez les jeux de déduction, celui-là est vraiment à considérer. En 10e place, je choisis le jeu General Orders Sengoku Jidai. C'est une nouvelle édition du jeu General Order World War II qui était déjà sorti il y a quelques temps, que je possédais déjà et que j'aimais beaucoup. Un jeu d'affrontement aussi pour 2 joueurs exclusivement, assez abstrait, assez tactique, dans lequel vous allez gérer une armée et essayer de vaincre l'adversaire. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a un petit principe de gestion de cartes, puisque vous allez avoir des petites cartes bonus à jouer, mais principalement ça va être des pièces à placer sur un plateau pour essayer de conquérir des zones et de casser les lignes de ravitaillement de l'adversaire. C'est assez simple à jouer, assez facile à expliquer, très tactique et assez intéressant. Cette version est un peu meilleure que la précédente, j'ai trouvé, même si vraiment on retrouve les mêmes sensations de jeu. En 9e position, Pilgrim's Curious Adventure. Celui-là, il vient juste de sortir en VO. C'est un jeu qui est basé sur un jeu vidéo à l'origine, que je ne connaissais pas, qui a une esthétique assez particulière, comme vous pouvez le voir, mais que je trouve sympathique. Un jeu dans lequel vous allez participer à une aventure en vous promenant sur un tableau de cartes. Vous avez un petit personnage, un grand tableau de cartes au centre de la table et différents modes de déplacement. À chaque tour, vous allez sélectionner un mode de déplacement qui va vous dire dans quelle direction vous pouvez déplacer votre personnage et jusqu'à combien de cases. Et évidemment, la case sur laquelle vous arrivez, c'est une carte que vous allez pouvoir récupérer. Ça pourrait être soit des objets, soit de nouveaux compagnons, donc de nouveaux personnages, qui vont avoir des capacités particulières et qui vont vous permettre d'accomplir différentes quêtes, des petits objectifs que vous aurez en haut du plateau, qui vous feront marquer plus ou moins de points. Donc mécanique assez sympathique, assez originale, je trouvais, pour un petit jeu que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, je vous l'expliquerai, je pense, précisément en vidéo prochainement. Bon petit jeu de cartes, plutôt familial, hein, je l'ai mis à intermédiaire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte, mais on est plus proche du familial que du expert. 8e position de ce classement, le jeu Quiperium. Celui-là est sorti il y a quelques temps, en début d'année je crois, voire peut-être même fin 2024, je sais plus trop. En tout cas, j'en avais pas encore parlé, donc je en profite ici. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, dans un univers de science-fiction, donc on est dans l'espace, je crois autour d'une planète dans laquelle on a découvert un nouveau minerai assez particulier, et on va devoir créer sa station spatiale qui va essayer d'exploiter au maximum ce minerai. Tout ça donc en concurrence avec notre adversaire qui sera juste en face de nous. Et l'originalité de ce jeu, c'est que les cartes qu'on va poser, donc c'est un jeu de cartes principalement, on va construire un tableau de cartes, les cartes qu'on va poser de son côté du plateau vont nous donner donc des bonus particuliers, mais vont aussi être des emplacements pour les ouvriers de notre adversaire, et donc permettre à notre adversaire de déclencher des actions grâce aux cartes que nous on va jouer. Donc il y aura une petite mécanique assez originale où il faudra faire attention aux cartes qu'on joue. Il y aura du coup de la gestion de cartes, il y aura de la gestion de ressources, il y aura un peu de bluff, il y aura pas mal de mécaniques qui vont s'imbriquer dans ce petit jeu de cartes pour 2 que j'ai trouvé assez excellent. En 7e position, un jeu de lettres, donc Better Letters, genre de jeu qui ne plaît pas nécessairement à beaucoup de monde, mais qui me plaît moi beaucoup. Et celui-là, c'est une très bonne surprise, un jeu donc en anglais pour l'instant, mais qui peut se jouer sans trop de difficultés en français. Donc un jeu de lettres super original dans lequel vous allez avoir un tableau de cartes au centre de la table, et vous allez, parmi ce tableau de cartes, avoir des contraintes,
et des lettres. Et le mélange de ces contraintes et de ces lettres va vous obliger donc à créer des mots pour essayer de marquer un maximum de points en faisant un cheminement sur les cartes qui sont au centre. Et le but, c'est d'essayer évidemment de marquer le plus de points. Il y aura plusieurs manches. Au fil des manches, le tableau de cartes va s'agrandir et on aura à chaque fois des nouvelles conditions et des nouvelles lettres qui vont sortir. Donc voilà, expliquer comme ça en 2 mots, c'est un peu abstrait, mais je ferai l'explication en détail et vous allez voir que c'est tout à fait intéressant. Ça fait partie des jeux de lettres assez casse-tête, assez compliqués. On est loin d'un Color Words qui est vraiment accessible par tout le monde. Là, si on veut vraiment optimiser tout ça, ça peut être un peu compliqué, mais c'est super efficace et ça marche très très bien. En 6e position, le jeu Race to Mars. Celui-là aussi, je crois qu'il est sorti toute fin 2024, mais je l'ai intégré à ce classement-là. C'est un jeu qui n'est sorti que au nord de l'Europe, qui a pas eu une très grosse diffusion. Il est même pas sorti aux États-Unis. Un jeu suédois, je crois, à l'origine, qui a une mécanique super sympa, j'ai trouvé. Donc un jeu assez dynamique, dans lequel on va devoir construire une fusée et un équipage pour aller de la Terre à Mars. Et donc on va avoir une première phase de jeu, ce sera une phase de draft, où on va prendre des cartes, soit pour les rajouter à notre fusée, soit pour les rajouter à notre équipage, et laisser des cartes qui vont constituer le chemin qui va aller donc de la Terre à Mars. On va alterner les tours comme ça jusqu'à avoir suffisamment d'équipage ou une fusée suffisamment bien préparée, et à ce moment-là on pourra décider de décoller et de commencer à essayer de suivre le chemin en jouant nos cartes. Donc c'est un principe de deck building un petit peu dynamique, où il faudra dans un premier temps donc programmer son deck de cartes, et ensuite essayer de faire en sorte de sortir les bonnes cartes au bon moment pour passer toutes les épreuves pour arriver jusqu'à Mars le premier. C'est un jeu de course principalement. Le but du jeu, c'est d'être le premier à atteindre Mars. Et donc ces 2 phases-là en font un jeu tout à fait original et intéressant. Là encore, vous avez les règles en détail si vous voulez en savoir plus. 5e position, Railroad Tiles. Celui-là, il arrive en français début d'année prochaine. Un jeu qui va reprendre un petit peu l'esprit de Railroad Inc., qui était à la base un jeu à cocher. Sauf que là, ça va être un principe de tuiles à poser, un peu à la Carcassonne. Il va falloir créer son petit réseau à base de chemins de fer ou de routes. On va pouvoir créer aussi des villes. Il va y avoir plusieurs conditions de scoring. On va pouvoir placer aussi des petits personnages, donc soit des voitures, soit des personnages, soit des trains sur nos différentes tuiles. C'est un jeu que j'ai trouvé vraiment intéressant, qui a beaucoup d'extensions et beaucoup de modules qui viennent à part et qui font qu'il y a une bonne rejouabilité, un système de sélection de tuiles assez intéressant. Voilà, c'est rien d'extraordinaire, mais ça fonctionne très très bien et c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. En 4e position, le jeu Mistwind, un jeu qui est sorti toute fin 2024 aussi, je crois, qui est passé par du financement participatif principalement, et qui du coup va être compliqué à trouver. Je sais pas si une version boutique doit sortir un jour. Ce serait cool parce que c'est un très bon jeu de réseau et de pick-up and delivery, donc vous allez gérer une sorte de compagnie de livraison et utiliser pour ça des baleines volantes. Donc c'est dans un univers un peu onirique, un peu fantastique. Vous allez avoir un principe de sélection d'actions assez original, puisque vous allez avoir 4 types d'actions qui seront tout autour du plateau, que vous allez activer avec un petit système, on va dire, d'enchères, avec des valeurs de jetons. J'aurais du mal à rentrer dans les détails ici, mais j'ai trouvé ça super original, et donc sur le grand plateau au centre, il va falloir essayer d'aller récupérer des ressources à un endroit pour les livrer à un autre endroit, avec nos baleines, et c'est un très très bon jeu de réseau, j'ai trouvé, qui se joue bien jusqu'à 5 joueurs, c'est assez rare pour signaler, qui est pas très très long, mais qui est vraiment sympa. On arrive dans le top 3 avec le jeu Ascending Empires Zenithal Edition, un jeu encore une fois tout à fait original, puisqu'on est dans un 4X, donc un space opéra dans l'espace. Un 4X, c'est donc on va commencer par explorer, puis on va exploiter, étendre et exterminer, c'est la définition du 4X. Et l'originalité de celui-là, c'est que nos vaisseaux, puisque c'est dans l'espace que ça va se passer, entre les planètes, vont se déplacer avec un principe de pichenette. Donc on va avoir un grand plateau en néoprène sur lequel on va mettre des petites pichenettes sur nos vaisseaux pour se déplacer, pour aller conquérir de nouvelles planètes, pour aller éventuellement attaquer les adversaires, et ça crée une sensation de jeu assez originale, et ça fonctionne vraiment très bien. On a un arbre technologique qui va nous permettre de développer tout un tas de bonus et nous simplifier un petit peu le jeu. On va avoir des bâtiments à construire, on va avoir vraiment tous les ingrédients d'un 4X,
mais avec ce principe de pitch net qui le rend assez inédit et qui fonctionne très bien. Les durées de partie sont pas très longues, et c'était une bonne expérience. J'ai pas joué beaucoup encore, mais c'était une bonne surprise. En seconde position de ce classement, j'ai choisi le jeu Unstoppable, et c'est un jeu solo, donc c'est assez rare pour être signalé, surtout à ce niveau du classement. Un jeu solo avec un principe de deck building, donc vous allez améliorer un petit peu vos cartes grâce à un principe de cartes transparentes. Donc c'est un jeu de John Declair, hein, c'est un peu l'inventeur de ce principe-là. Et les cartes que vous allez améliorer vont renforcer un petit peu vos ennemis. Donc on est dans un univers de science-fiction, très clairement. Le lore est assez important d'ailleurs, c'est assez bien foutu. Et votre but, ça va être de vaincre un certain ennemi, un certain type. Il y a plusieurs scénarios en fait dans le jeu, et donc un certain nombre de boss. Et avant d'arriver à ce boss, il faudra vaincre un petit peu tous les ennemis qui vont se mettre en travers de notre route. Et tout ça, donc, ça va être avec, donc on va avoir un personnage de départ. Là aussi, il y en a plusieurs. Qui va avoir des cartes de départ, et ensuite on aura tout un tas de cartes d'amélioration qu'on va pouvoir acquérir au fil des parties pour essayer de vaincre tous les ennemis qui vont arriver. Pareil, c'est compliqué à expliquer en quelques lignes, mais c'est un jeu que j'ai trouvé très addictif, où j'ai vraiment enchaîné les parties, et j'ai trouvé la mécanique super maligne et super intéressante. Donc voilà, un jeu solo en deuxième position de ce classement, qui je pense arrivera quand même un jour en français, parce qu'il a une très bonne réputation. Et enfin, en première place de ce classement, j'ai mis le jeu Moon Colony Bloodbath. Donc on en a déjà beaucoup parlé, je crois. C'est un jeu qui va être original, puisque on va être dans un principe, on va dire, de construction de moteurs, mais surtout de destruction de moteurs. On va avoir un deck de cartes en fait qui va évoluer au fil de la partie, qu'on va dépiler plusieurs fois, et les cartes qu'on va dévoiler vont créer différents événements. Alors de temps en temps, ça va nous aider à nous développer et à essayer de s'en sortir, mais le plus souvent, ça va être des choses négatives qui vont nous embêter et nous détruire. Au niveau du thème, donc on est dans les années 60, on est dans un thème science-fiction un peu années 60, et on va devoir développer une colonie sur la Lune, et donc ça va très mal se passer. On a des robots qui vont partir en vrille et qui vont nous décimer un peu notre population. On va avoir tout un tas d'événements, les gens vont se battre entre eux. Enfin, thématiquement, c'est assez rigolo quand même, ça marche vraiment très bien. Et mécaniquement, ça va être, vous dire, un petit principe, il y aura un petit peu de gestion de ressources et un principe de construction de moteur où on va essayer de poser des bâtiments, des cartes devant nous, essayer d'avoir un maximum de synergie. Et ça le plus vite possible avant que les événements deviennent trop catastrophiques pour tout nous casser. Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de population qui survit avant la fin de la partie par rapport aux autres joueurs. Ça se joue très bien en solo, et c'est une très bonne surprise, un jeu que j'ai découvert dès sa sortie. Là aussi, vous avez les règles en détail sur la chaîne, et celui-là, sachez qu'il arrive en français dès fin février, je crois. Et c'est pas étonnant, on en a déjà beaucoup parlé. Donc voilà, un super jeu qui conclut ce petit classement. Voilà, encore 15 nouveaux bons jeux qui sont sortis cette année, donc cette fois-ci en VO uniquement, qui vont être pour la plupart un peu compliqués à trouver. Mais voilà, l'idée c'est de vous les montrer, de savoir qu'ils existent, hein, et que il y a vraiment beaucoup de très bons jeux sortis cette année, encore une fois. N'hésitez pas à me dire si j'en ai oublié, s'il y a des jeux que vous avez trouvé excellents qui sont pas dans mes listes. Vous aurez en tout cas un total de 6 vidéos classées par catégorie que vous pouvez aller voir. N'hésitez pas à interagir, à me dire. Généralement, j'écoute un petit peu les gens. Si j'ai raté des jeux, j'essaie de me rattraper un peu plus tard, même si j'ai déjà quand même beaucoup de jeux. N'hésitez pas donc à aller voir les autres vidéos. Donc les jeux experts vont arriver bientôt ou seront déjà disponibles en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo. Pareil en français et en VO. Bon jeu!